Hervé Gattegno, bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Alors, l'université Paris-Dauphine organise jeudi prochain, en partenariat avec le Journal du Dimanche, c'est pour ça qu'on vous a invité, les journées de l'Europe, les journées idées. On y reviendra, mais tout d'abord, un mot d'actualité concernant l'Europe. Il apparaît que les Anglais vont peut-être devoir rester dans l'Europe de force, parce qu'on apprend aujourd'hui que le Brexit va devoir, Hervé Gattegno, être validé par le Parlement britannique. Or, le Parlement britannique, évidemment, veut majoritairement rester dans l'Europe. On a quand même l'impression que dès qu'on parle d'Europe, il y a un énorme problème démocratique. Les peuples votent quelque chose, mais les élites n'en font qu'à leur tête et décident différemment. Bon, alors là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. On imagine d'ailleurs même assez difficilement le Parlement britannique voter en sens inverse des citoyens britanniques. Simplement, ce que vous dites est très vrai. Dès qu'on parle de l'Europe, on a l'impression que c'est toujours une usine à gaz, que c'est très compliqué. Ça s'explique en grande partie par la structure même de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Se mettre d'accord à 28, pas seulement pour prendre une décision ponctuelle, mais simplement pour fonctionner, trouver un mode de fonctionnement qui permette à 28 pays ou à 27 pays de fonctionner ensemble, bah évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que de fonctionner à l'intérieur d'un seul et même pays. Observez quand même que, si on regarde les choses depuis la France, vous trouvez que c'est très facile en France de se mettre d'accord, de fonctionner. Le président de la République dit lui-même qu'il trouve que les débats parlementaires sont trop longs, alors qu'il a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc vous savez, c'est très compliqué. Et bah, à 28, c'est 28 fois plus compliqué. Eh oui, résultat, vous savez comment fonctionne l'Europe? Elle négocie dans son coin sans consulter les peuples. On vient d'en avoir une nouvelle illustration avec le fameux accord CETA, l'accord de libre-échange Europe-Canada, qu'on a tous découvert, il faut bien le dire, une fois qu'il a été négocié. Je vous propose, Hervé Gattegno, d'écouter ce qu'en dit Matthias Fekl, c'est le secrétaire d'État au commerce extérieur. Il défend ce traité du CETA, il trouve que c'est un bon accord, mais c'est vrai qu'il reconnaît qu'il y a un énorme problème sur la méthode. On l'écoute. Moi, je partage parfaitement l'idée qu'après des années et des années de négociations commerciales sur toute une série de pays qui se sont faits dans l'opacité, à l'abri des regards des citoyens et souvent même des parlementaires, il y a besoin de mettre de la démocratie et de mettre de la transparence. Et il faut que dans les négociations commerciales, la démocratie arrive au début, parce qu'il est absolument insoutenable qu'à la fin, des parlements soient mis devant le fait accompli et puissent dire simplement oui ou non, ou alors, comme certains voudraient le faire, simplement oui ou oui. Et donc il est important dans la refondation qui va venir maintenant de la politique commerciale européenne de mettre les parlements au début du processus. Oui, parce que là, on donne raison à tous ceux qui dénoncent ces technocrates non élus de Bruxelles qui décident de la puissance des grille-pains, etc. On donne raison à tous les souverainistes qui disent qu'il faut sortir de cette dictature européenne. Oui, alors l'Europe, c'est pas une dictature, c'est plutôt, vous avez utilisé le terme, c'est, je dirais, une technocrature. C'est-à-dire que ce sont en effet des gens qui décident et qui sont souvent assez loin des citoyens. Donc il y a un éloignement patent du centre de décision par rapport à l'endroit où se trouvent les citoyens. Maintenant, Matthias Fekl, il parle d'or. On a juste envie de lui dire, à lui et à tous les autres, parce qu'il ne faut pas focaliser sur lui seul, on a juste envie de leur dire... allez-y, montrez-nous comment il faut que ça marche. Parce que dire qu'il faut mettre plus de démocratie au début des processus de négociation, très bien, mais ça veut dire quoi? Vous savez, en France, la culture démocratique de notre pays, ça n'est pas de consulter en permanence les citoyens, ni même les parlementaires. La France, c'est un pays où on peut pratiquement déclarer la guerre, sans tout à fait le dire, mais en tout cas envoyer des soldats à l'étranger, sur la décision d'un seul homme, le président de la République. Dans les autres pays, notamment en Grande-Bretagne, on l'a vu récemment, il faut un vote du Parlement. Donc effectivement, on pourrait concevoir des mécanismes dans lesquels, peut-être pas sur tous les sujets, mais sur certains sujets importants, eh bien oui, il faut un mandat de négociation. C'est le cas de Mme Merkel très souvent sur certains sujets. Donner un mandat de négociation par le Parlement, ça donne de la puissance à l'homme politique ou à la femme politique qui négocie au nom de son pays. Simplement, ça retarde, ça fait de la lourdeur, ça fait des procédures. Il ne faut pas croire qu'on peut avoir plus de transparence et plus de simplicité. C'est souvent l'un ou l'autre. Hervé Gattegno, le Brexit, vous considérez que c'est un accident ou que d'autres pays pourraient suivre? On a l'impression d'ailleurs que c'est les histoires d'immigration qui cristallisent là, ce rejet de l'Europe. Comme si l'Europe, c'était la porte ouverte, la non-maîtrise des frontières. La question de l'immigration, on l'a tous vu, elle a provoqué une réaction chimique presque. Et donc ça a été un catalyseur, comme on dit en chimie, d'un tas de réactions qui existaient déjà. Il faut être honnête, ce n'est pas le problème de l'immigration en soi qui a ralenti le processus d'intégration européenne. Ce processus, il est en panne depuis une vingtaine d'années, probablement. Et aujourd'hui, beaucoup de grands Européens, en France, il y en a un bien connu qui est Hubert Védrine, qui s'interroge sur le fait
de savoir si on n'est pas allé trop loin. Est-ce que l'Europe à 28, est-ce que c'était vraiment viable? Est-ce qu'on peut vraiment faire fonctionner une Europe comme celle-là? Je veux dire juste que associer les citoyens non seulement aux décisions, mais à cette réflexion pour que l'Europe reste une perspective, et je pense que c'est indispensable, c'est aussi le boulot, le nôtre, des journaux, des intellectuels. C'est aussi pour ça qu'on fait des colloques comme celui qu'on va faire la semaine prochaine. Alors, on va y revenir, mais ce que vous avez dit, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Et c'est vrai que c'est ce que disent les Anglais. Au fond, ils se sentent plus près des Australiens ou des Américains que d'un Tchèque ou d'un Roumain. Est-ce qu'il y a cette grande Europe à 28, est-ce qu'elle a une identité ou est-ce que c'est quand même assez factice de tous nous réunir? Il y a une identité européenne. De Lisbonne à Riga? Peut-être qu'elle ne va pas aussi loin que ça. De même qu'il y a une identité anglo-saxonne, les anciens pays du Commonwealth qui sont attachés à la Grande-Bretagne, les liens avec les États-Unis. Tout ça, ça existe, mais c'est des cultures qui ne se démentent pas, qui ne se contredisent pas. Ce sont des cultures qui s'additionnent. Nous sommes européens, on a une histoire commune. Maintenant, ce qu'on a probablement oublié de concevoir, ce que les grands Européens ont oublié de concevoir, c'est une vraie identité européenne. L'Europe, est-ce que c'est un espace économique? Est-ce que c'est un espace politique? Est-ce que c'est un espace culturel? Tout ça, on a oublié de donner du contenu à tout ça. Mais on voit bien aujourd'hui, avec les grandes questions qui sont posées dans le monde, en tout cas en Europe, les questions d'immigration, les questions de sécurité, les questions de lutte contre le terrorisme et les questions liées à la crise, au pouvoir d'achat, à la compétitivité des entreprises. Aucune de ces questions ne peut sérieusement être réglée à l'échelle d'un pays. Alors justement, donc vous allez parler de quoi? L'Europe, c'est une solution. La semaine prochaine, à l'Université Paris-Dauphine, il y a ce débat justement sur les chantiers pour lesquels l'Europe pourrait être une solution. C'est quoi, selon vous? Quels sont les grands thèmes sur lesquels l'Europe est la réponse à nos problèmes nationaux? Il y a des réponses économiques, il y a des réponses industrielles. On en connaît, il en existe des grands modèles comme Airbus. Les Français et les Européens connaissent ça. Donc il faut réussir à créer des grands champions industriels européens. Il y a l'innovation. L'Europe est un berceau d'innovation encore aujourd'hui. Il y a des tas d'entrepreneurs, et notamment en France, et on ne le sait pas assez, des tas d'entrepreneurs qui sont formidables, qui inventent des choses et qui sont compétitifs par rapport à la Silicon Valley. On ne les met pas beaucoup en valeur. C'est aussi l'occasion de réfléchir à des politiques d'innovation au niveau européen. Puis il y a des questions stratégiques, des questions de défense. Il est beaucoup question aujourd'hui, peut-être même à la faveur du départ des Anglais, de se concentrer sur ce que pourrait être une défense européenne avec la France et l'Allemagne au cœur de tout ça. Puis on va réfléchir aussi, parce qu'il ne faut pas parler que de chiffres et de décisions, on va parler aussi des valeurs dans cette journée. Il y aura une de nos tables rondes, parce qu'il y en aura beaucoup, avec beaucoup d'invités de grande qualité, des intellectuels, des politiques, des grands dirigeants d'entreprise. On va parler des valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs de l'Europe? Est-ce que c'est la gastronomie? Est-ce que c'est l'art de vivre? Est-ce que c'est le goût des voyages? Tout ça, c'est du contenu pour l'Europe et c'est ce qui manque le plus au fond. Et est-ce qu'il ne nous faut pas, vous parliez tout à l'heure, il nous manque d'un grand Européen, mais on n'a pas besoin de symboles aussi, je sais pas, un passeport européen où il y a, à un moment on disait il faudrait qu'il y ait un président comme Barack Obama élu au suffrage universel. Alors ça, je crois qu'on en est encore loin. Aujourd'hui, si on essayait de relancer cette idée, je crois que ça ferait peur à tout le monde pour la raison qu'on a dit. Chacun vote, les Français voteraient pour le français. En commençant notre discussion, on a parlé de ça. Comment réunir 28 pays et créer au fond une culture démocratique commune? Vous savez, il y a beaucoup de pays en Europe, les Français ne le savent pas assez, il y a beaucoup de pays en Europe où il n'y a pas de président de la République. Donc penser qu'il faudrait mettre un président de la République européenne au-dessus de l'Europe, vous savez, ça dérangerait probablement beaucoup les Allemands, beaucoup les Britanniques, beaucoup les Italiens, qui pour eux ont un président, mais qui inaugure un peu les chrysanthèmes et qui n'a pas de vrai pouvoir. Donc là, on voit bien que bien avant d'avoir un président commun, il faut avoir une culture démocratique commune. En tous les cas, vous disiez, la tentation et la facilité, c'est de taper sur l'Europe, mais c'est beaucoup plus courageux de faire des propositions pour avancer, car vous le dites, l'Europe est la solution bien souvent à nos problèmes nationaux. Voilà, donc les journées idées, c'est à l'Université Paris-Dauphine jeudi prochain, en partenariat avec le Journal du Dimanche. On peut s'inscrire, bien sûr. Sur le site du Journal du Dimanche. Merci beaucoup Hervé Gattegno, donc directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Pourquoi François Bayrou est-il au cœur de la bataille que se livrent Nicolas Sarkozy et Alain Juppé? C'est dans l'air est intitulé ce soir Sarkozy-Bayrou, l'autre bataille.